Nous sommes tous fatigués d'être connectés en permanence, de devoir répondre à des messages avec nos téléphones, nos tablettes, nos ordinateurs. Et nous faisons ça tous les jours, au travail. Et nous avons ces mêmes habitudes à la maison. Et nos enfants nous imitent. La fatigue touche aussi notre vie sentimentale. Que ce soit dans la recherche de l'âme sœur, sur des sites de rencontres, ou quand on se sent seul dans son couple. La fatigue en réalité est partout. Fatigue. 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 Léonard Anthony, bonjour. Bonjour. Nous tournons autour de votre livre Fatigue, qui parle de la Fatigue. Merci Léonard pour ce sens de la répartie qui fait de nous un duo de clowns recherché par la famille Pinder. Vous avez remarqué que j'ai pris le temps pour pas trop me fatiguer. Vous avez raison. Et nous allons aborder un premier sujet aujourd'hui qui s'appelle le burn-out. Alors qu'est-ce que ça veut dire, burn-out? Brûler dehors? Oui, c'est consumé. Je pense que... Enfin, il y a... la notion de burn-out est née aux États-Unis... par un médecin qui a analysé, qui a constaté que un certain nombre de professionnels de santé, eh bien, se cramaient à force de vouloir prendre soin des autres. C'est-à-dire que c'est tellement, c'était lié à la base à cette idée que la compassion, la volonté de vouloir bien faire, la volonté d'agir, de sauver, d'aider, était source d'une fatigue qui faisait qu'on n'y arrivait plus à un moment donné, et que paradoxalement, ça pouvait aussi amener des gens à être pas, si ce n'est malveillant, mais plus disponible, et donc parfois même agressif. Et donc ça, c'est le point de départ quand même. Et ensuite, on a constaté par extension que ça touche pas que les professionnels de santé, que tout le monde peut être exposé à un moment ou à un autre à un sentiment que on se consume, qu'on se crame, qu'on n'est plus bien dans ce qui nous occupe un tiers de notre vie, un tiers de notre journée du moins. Et ça a été un point. Et là est née une deuxième forme qui a été qualifiée de bore-out, où les gens meurent d'ennui, quoi. Mais là, vous passez directement au bore-out, alors qu'on a à peine parlé du burn-out. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de 30 000 jours, et pourquoi vous parlez de ces 30 000 jours lorsque vous parlez de fatigue? Parce que c'est par là que ça m'a interpellé. Moi, je suis né à une époque où les chiffres sont à considérer avec énormément de zéros. J'ai regardé Star Trek et la Guerre des Étoiles quand j'étais petit. On parlait de voyage en années-lumière. Je me suis intéressé après à l'astrophysique et j'ai vu que jamais je pourrais aller sur une autre planète parce qu'il faut des années-lumière. Donc c'est des millions d'années. Et ensuite, j'ai aussi vécu avec des ordinateurs où j'ai vu que la mémoire de mon ordinateur, c'était 1 mégabit. Et aujourd'hui, c'est 16 gigabits. Il y a beaucoup de zéros dans des gigabits. On parle de téraoctets de données. Aujourd'hui, vos disques durs portables font 2-3 téraoctets. Ils font plus quelques centaines de mégas. Donc, c'est plein de zéros. Donc, on vit dans une époque où les chiffres sont très grands. Et puis, moi, en regardant simplement les choses, j'ai vu que notre espérance de vie a été multipliée de façon assez extraordinaire. Pour être simple, Homo sapiens, d'après les dernières découvertes, c'est 300 000 ans. Âge de la Terre, 5 milliards d'années. Âge de l'homme, 300 000. Ça fait pas beaucoup quand même. Et jusqu'au XVIIIe siècle, l'espérance de vie en Occident, si on prend la Grande-Bretagne et la France, c'était entre 27 et 30 ans. Au moment de la Révolution française, pour prendre un marqueur que tout le monde connaît. 30 ans. Ça, c'est l'espérance de vie. Donc il y a des gens qui vivent plus vieux, mais il n'y a pas encore les vaccins, beaucoup d'enfants meurent. Aujourd'hui, l'espérance de vie en France, c'est 80 ans. Donc en 200 ans, juste pour faire simple, de moins 300 000 jusqu'au XVIIIe siècle, espérance de vie 30 ans, et pouf, en 200 ans, on fait un bond. Et à un moment où on parle, maintenant, on commence à parler d'immortalité. Les grandes start-up type Google et autres sont en train de se dire comment est-ce qu'on va pouvoir rechanger toutes les pièces, guérir des cancers. Ils font de la recherche, ils mettent énormément d'argent. Donc on a basculé. Mais bon, moi globalement, je suis encore à une époque où a priori je vais vivre 80 ans, entre 70 et 80 ans. Mais ça me parlait pas. Donc je me suis dit, ok, ça fait quoi en jour ça? Parce que moi, chaque jour, c'est mon marqueur le plus simple. Moi, j'ai fait le calcul et j'ai vu que ça faisait 30 000. Et je me suis dit, mais bon sang, 30 000, c'est rien en fait, quand j'y pense.
Ça fait pas grand-chose à une époque où, effectivement, moi je parle qu'avec des millions et des milliards, où j'entends parler en permanence. Je parle pas de mon compte en banque, bien sûr. Je n'ai pas de compte en Suisse, si jamais les impôts m'écoutent. Pour l'instant. Ni à Singapour, où il y aura un sommet très prochainement pour sauver la planète. Et voilà, moi ça a été un marqueur. Et je me suis dit, mais attends, est-ce que... moi j'ai 46 ans, j'ai fait donc grosso modo plus de la moitié du chemin. Je me suis dit, est-ce que je veux passer à côté de ces journées qui me restent ? Parce que c'est pas des années pour moi, c'est des journées. Donc vous avez raison, que ce soit le lever du soleil, le milieu du soleil, le coucher du soleil ou le crépuscule de la nuit, chacun vit son rythme comme il veut. Moi je sais les levers qui m'ont parlé, peut-être parce que je fais beaucoup de yoga, mais c'est tout. Et le lien avec la fatigue ? Le lien, pour moi, il a été évident, c'est que je me suis rendu compte qu'à force d'être dans l'agitation, en permanence, je passais à côté de ces journées-là. Et que justement, de commencer à faire rien autrement, et pour moi c'est le lien clé avec la fatigue, c'est-à-dire que à force de vouloir combattre la fatigue dans tous ces champs que nous avons vus, je ne faisais jamais rien. C'est-à-dire que même quand je faisais de la méditation, j'étais en train de faire de la méditation. Et c'est la confusion. On peut quand même dire que les vies les plus passionnantes ne sont pas forcément les plus longues. Non, mais moi je suis parti du fait que j'étais pas un génie. Je ne suis pas Alan Turing, par exemple, qui va mourir en se suicidant à l'âge de 41 ans. Mozart, qui va mourir aussi très jeune. Et il y a des exemples comme ça, avec de vie passionnante, il y en a beaucoup. Moi, je suis le commun des mortels. Je suis un pauvre type. Fatigue. Moi, j'ai rien contre la notion de performance. Parce que on peut avoir des objectifs dans la vie. Fatigue. On peut vouloir performer. La question, c'est quand la performance devient un élément continu. Fatigue. Nous parlons aujourd'hui du burn-out. Le burn-out, il y a des signes quand même de ça. Il y a des symptômes assez clairs, oui. C'est quoi ? Parce que pour savoir si j'en ai un ou pas, quoi, on sait jamais. Bien. Déjà, une chose rassurante, c'est que beaucoup de gens, les cas de burn-out, c'est les cas extrêmes. Beaucoup de gens approchent le burn-out. C'est ce que je dis au début du livre. Je dis, c'est comme si vous imaginez un buisson ardent et que beaucoup d'entre nous, on va comme l'enfant, vous voyez, on approche, on voit que c'est très chaud, et puis on recule. Mais la difficulté qu'on a, c'est de ne pas y retourner. Un buisson ardent. Et moi, je vous rencontre un grand nombre de personnes qui sont dans ce rapport. C'est-à-dire, il y a une espèce de va-et-vient. Donc si on enlève les gens qui sont vraiment en burn-out, où ça relève de la médecine, dans ce cas-là, il faut voir un médecin généraliste qui est très souvent ou la médecine du travail. Ça nécessite un arrêt maladie, ça nécessite une prise en charge médicale, parfois avec des traitements antidépresseurs. Moi, je me suis intéressé surtout aux gens qui approchent de cette situation, qui font des va-et-vient. Qui est le champ où moi, j'interviens, qui est celui du développement personnel, qui est de dire, il y a un certain nombre de choses que vous pourriez faire pour arrêter de faire ces va-et-vient. Donc ça, c'est le premier, c'est le point capital. J'ai cru comprendre, moi, en entreprise, que les burn-out venaient en général d'une pression du management. Alors déjà, je voudrais revenir sur un mot que vous avez employé tout à l'heure. Vous aviez dit les injonctions. Vous vous souvenez de ça ? Oui, c'était il y a un peu longtemps, c'était dans le premier épisode, mais je m'en souviens. Voilà. Dans ce premier épisode, vous parliez d'injonctions. Et moi, je note chez les personnes qui viennent me voir dans ce cadre-là qu'il y a à nouveau deux formes d'injonctions. Évidemment, c'est pas cloisonné. Il peut y avoir les deux en même temps. C'est-à-dire qu'il y a, en effet, des manières de manager dans les entreprises qui mènent des gens au burn-out. Ça, c'est clair et net. Maintenant, il y a aussi, dans un certain nombre de cas, des auto-injonctions. Donc c'est là où vous parliez de passion. Et j'en vois quasiment toutes les semaines. Des gens qui viennent, et quand on creuse un peu, si je pose la question, je dis, mais on vous a demandé de faire tout ça ? Et la personne vous répond, ah non, mais je sens la pression. Et si on prend le temps de changer ce rapport-là à je sens la pression, eh bien, dans un certain nombre de cas, pas tous, on se rend compte qu'il n'y avait pas de pression. Il n'y en avait pas. La pression, elle venait de la personne. Donc, il y a un cheminement vers un burn-out parce que la personne se met la pression. Je dis bien que les deux cas peuvent exister et le troisième cas où il y a une pression que la personne se met existe face à une pression du management aussi. Donc c'est pas catégorié et c'est pas uniquement un cas de figure. Si vous êtes employé au classement dans une bibliothèque, si on vous dit rien, vous allez essayer de classer le maximum de bouquins dans la journée pour être efficace. Si votre direction vous dit non, si vous en faites 100, c'est bien, là vous n'avez plus la pression. Vous voyez qu'il y a quand même un rôle du management même à ce niveau-là. Oui, bien sûr qu'il y a un rôle du management, mais la difficulté c'est que les managers ne sont même pas conscients de ça. Le nombre de fois où
C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans mon activité, c'est que je reçois aussi des managers qui sont en train d'avoir des difficultés. C'est-à-dire des managers burnés, si on peut dire. Ici, je rappelle que Léonard Anthony reçoit dans un cabinet, on peut dire On peut dire, oui. On peut dire cabinet ? Je sais pas. Je vais dire cabinet. Dans son cabinet, des personnes qui sont en recherche de développement personnel pour des raisons X ou Y, et Léonard Anthony les aide grâce à une méthode d'écoute et d'hypnose écologique, qui donc pas, il va pas les transformer en chiens qui tournent en rond et mangent dans l'écuelle, mais plutôt à faire une pause sur eux-mêmes et à se découvrir. C'est Absolument, c'est très simplement. C'est ça. C'est exactement ça. Voilà. Mais dans ce cadre-là, voilà, je peux recevoir moi des managers qui eux-mêmes ont la pression, par exemple, de leur propre management, parce que il y a des systèmes avec des N+1 jusqu'à N+12, et puis quand on arrive au N+12, c'est-à-dire à la direction générale, il y a le conseil d'administration. Là aussi, il y a une pression qui s'exerce. Puis après, il y a les actionnaires aussi. Quand l'entreprise est cotée en bourse, et j'en reçois régulièrement. Mais à tous ces échelons-là, on observe que tout le monde est sous forme est soumis à des pressions. Personne ne l'observe, personne ne prend le temps de la regarder, de l'observer, de voir les conséquences que ça a sur soi, qui ensuite rebondit sur la chaîne inférieure. Et donc, c'est là la dichotomie des choses. Par exemple, je recevais l'autre jour un directeur général d'une entreprise, d'une assez grosse entreprise, plus de 1000 salariés, et il m'expliquait la pression qu'il avait du conseil d'administration, et donc il tenait les différents directeurs généraux des départements, etc., mais que lui, ça l'épuisait littéralement. Parce qu'il tenait tout le monde avec une volonté de tout contrôler, parce que c'est lui qui répondait à la chaîne de commande au-dessus. Et la première des choses, ça a été de lui apprendre à, non pas lâcher prise, ce qu'on dirait en premier lieu, c'est laisse faire les autres, mais en fait à prendre prise. Ça a été la démarche paradoxale, l'injonction paradoxale, presque on pourrait dire, que je lui ai suggérée, c'est prendre prise avec toute la réalité. À se rendre compte que s'il essayait de contrôler tout parce qu'il était lui-même contrôlé et de répondre par les ficelles qu'il tenait dans le dos, il allait cramer, et en plus de ça, il allait obtenir aucun résultat. Ça n'allait pas avancer. Et donc, plutôt que de continuer à tenir, il a commencé à déjà à lâcher la pression qu'il avait sur le dos, et en lâchant la pression qu'il avait sur le dos, c'est-à-dire de dire c'est comme ça, et bien il a commencé à lâcher les rênes des gens qui travaillaient pour lui. Et son rapport, lui, à son propre épuisement a changé, et j'ose espérer qu'en cascade, le mouvement peut se mettre en place. Mais ça veut aussi dire qu'il faut sensibiliser l'ensemble des personnes, toute la chaîne de commande, à cette démarche-là. On est directeur général, un poste quand même qu'on a choisi, a priori, qui consiste à diriger généralement. Même globalement. Oui, globalement. Enfin, voilà, c'est un poste que tout le monde ne prend pas. On le prend parce qu'on a les capacités normalement de management et tout ça. Sinon, on reste là où on est, puis on est tranquille, quoi. On se fatigue pas. Et là, ce directeur général subit la pression de son conseil d'administration et finalement la fait subir en contrôle partout afin que ça fonctionne. Parce qu'il se sent responsable du résultat, à juste titre, il est payé pour ça, de son entreprise. Et là, vous lui dites, oubliez finalement ce que vous dit le conseil d'administration, ou c'est pas grave, ou... Je lui ai changé le rapport à... Parce que quand je lui pose la question, je lui dis, mais qu'est-ce que vous ressentez ? Donc c'est là où on peut parler d'hypnose écologique, assis dans le fauteuil en face de moi, je lui dis, qu'est-ce que vous ressentez ? Et il me dit, c'est comme si j'avais des bretelles dans le dos, mais plein de bretelles dans le dos. Et vous avez regardé s'il en avait ou pas dans ce cas-là ? Vous allez voir, non, physiquement, il en a peut-être, quoi. Ah ben ça se voit de toute façon. J'ai pas besoin d'aller voir. Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Oh là là, ça y est, Saint-Thomas, maintenant on est complètement là, on est après le buisson ardent. Bon alors, il vous dit qu'il ressent comme des bretelles dans le dos, et après ? Eh bien, toute l'idée, c'est de la suggestion qui est faite dans cet état-là, de ressenti, dans un état, j'allais dire, de ne faire rien, assis à ne faire rien, c'est de dire, et si vous reculiez un peu pour sentir un peu moins l'élastique, que toutes ces personnes vous tiennent dans le dos. Vous voyez ce que ça fait ? Oui, moins tirer dessus, quoi, en fait. Vous voyez quel effet ça fait ? Eh bien, donc, peut-être vous pourriez aussi lâcher les élastiques que vous tenez. Et cette simple suggestion-là lui a ouvert cette possibilité-là. C'est pas de faire la leçon ou de faire la morale ou de donner une méthodologie. C'est par la métaphore. Vous parliez de mon utilisation de la métaphore un peu trop dans nos conversations, mais parce qu'elle est inspirée de mon expérience. C'est-à-dire de faire ressentir aux gens simplement que ça passe par aussi une relation de sa manière de se tenir, dans la posture dans laquelle on a. Et que simplement d'arrêter de tirer sur l'élastique qui est tenu par ceux qui sont derrière, eh bien, il pouvait déjà, lui,
faire tomber un pan de pression. Ça ne veut pas dire ne pas bien faire, mais ça veut dire ouvrir une possibilité à faire autrement, moins fatigante. C'est quelle typologie? Vous parlez de patron, là, enfin d'un directeur général d'une... C'est un exemple parce qu'on parlait de la... Oui. Et en bas de l'échelle, standard. alors ça se passe comment? Parce que vous parlez en haut de l'échelle, on lâche le conseil d'administration, etc. Mais les gens qui sont plus en dessous, comment ils font? Comment ils peuvent faire? Il y a différentes situations, évidemment, mais je peux en prendre une qui éclairera notre conversation. Ça serait gentil, oui. Manque de lumière en ce moment. Je me souviens d'une personne qui était venue nous voir, enfin, je ne sais plus si c'était... Oui, pour une situation où elle se sentait dans l'incapacité de pouvoir faire quoi que ce soit. Elle disait, je n'arrive plus à faire. C'est-à-dire qu'elle se sentait justement maltraitée par son management. Et elle avait une tension extrêmement forte dans l'entreprise. Et tout son système de valeurs était tombé. C'est-à-dire, elle se sentait incapable, dévalorisée. Elle se disait, je suis bonne à rien. Je n'ai plus rien à faire et j'y arriverai pas. Et donc, sa première solution, son truc, c'était de dire, il faut que je quitte l'entreprise pour aller ailleurs. Dans ce cas de figure, s'il y a une maltraitance avérée, si la personne se fait insulter, titiller, etc., je lui dis, il faut aller consulter soit les RH, et si les RH répondent pas, il y a le droit qui répond à ça. Mais quand je l'ai questionnée, elle me disait, non, pas du tout, c'est pas le cas, mais simplement, je me sens totalement à la marge. Je me sens plus à ma place. Mais parce que le regard que portaient les gens sur elle était devenu insupportable. Donc, elle voyait plus de solution. Et une des choses que je lui ai suggérées, c'est de prendre encore plus de recul. Et paradoxalement, plutôt que d'avancer et d'essayer de se battre, de lutter, je lui dis, vous voyez, prenez plus de recul. Faites encore un pas en arrière. Alors ça l'a un peu surpris. Je lui dis, oui, mais imaginez, vous allez donc aller dans une boîte, une grosse boîte où il y a des tas de consultants qui sont payés. Je lui dis, prenez la posture d'un consultant. Le consultant, son rôle, c'est de prendre plus de recul pour pouvoir avoir une vision externe des choses et devenir force de proposition. Et je lui ai suggéré, pendant quelques semaines, ça a duré même quelques mois, d'aller jusqu'au bout de sa posture, c'est-à-dire de ne plus intervenir du tout. Et de ne plus essayer d'intervenir lors des réunions. Parce qu'elle luttait, donc là, elle disait, mais il faut que j'essaye, il faut que j'y arrive. Je lui ai dit, non, faites encore 3 pas en arrière, n'essayez pas. Et prenez le temps de reculer et de prendre l'observation. Et donc, d'une certaine façon, reposez-vous dans les réunions qui sont interminables et qu'elle décrivait comme totalement crevantes parce que ça dure des heures et pendant des heures, elle essaye et elle n'y arrive pas. Elle n'ose pas prendre la parole parce qu'elle ne se sent pas légitime. Et puis, contre toute attente d'elle-même, elle a commencé à avoir des idées que personne n'évoquait. Et elle a commencé à se dire, elle a commencé à pouvoir reprendre une activité au sein de l'entreprise, se sentir légitime dès lors qu'elle se sentait confortable en ayant pris suffisamment de recul pour laisser venir des possibilités. Mais la première chose que je lui ai appris à faire, que je lui ai suggéré plutôt, c'est à être confortable dans cette réunion-là, à s'asseoir confortablement, à ne pas être sur une fesse, à ne pas crisper l'épaule gauche, tellement elle était tendue. Et donc, à se laisser aller à une forme de nonchalance. C'est ça aussi une des possibilités de sortir de ces situations-là, c'est intégrer la nonchalance. La nonchalance. La nonchalance. La nonchalance. La nonchalance. Fatigue. 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 Il y a quand même aussi l'implosion complète, enfin, je ne sais pas si l'implosion, l'explosion, enfin, intervention de tout ce qui est mail et compagnie. C'est-à-dire que ce travail qui avant n'était simplement qu'un travail finalement, pour les bons cas, de 8h à 18h, se transforme en un travail non-stop 24/24, 7/7 quand même. Ça résonne chez vous? Oui, bien sûr, mais là encore une fois, c'est une injonction. C'est une double injonction. L'injonction de notre société qui dit que nous devons être connectés et que, en fait, si vous répondez pas à un mail à 23h, ça veut dire que vous n'êtes pas impliqué dans votre entreprise, même si le droit européen va vers une reconnaissance, on voit bien que c'est pas facile à mettre en œuvre.
Parce qu'on est dans une société qui dit, voilà, si t'es pas à 200 à l'heure et à 200%, t'es pas. Bon. Et puis l'injonction de soi, encore une fois, qui est de « je dois être là-dedans ». Mais moi, je raconte une histoire comme ça qui m'a beaucoup interpellé. À une époque de ma vie, j'ai eu un assistant que j'avais embauché parce qu'il était musicien. Et comme j'ai une affinité là-dessus, je lui ai dit « super, on va pouvoir parler de plein de choses sympas, etc. » Et ce type, moi, à ce moment-là, j'ai dirigé une agence digitale. Donc, on était à 400 à l'heure et il fallait bosser comme des fous, etc. Et lui, il avait une espèce de nonchalance, vraiment, il était dans son tempo. Et donc moi, je lui donnais des dossiers à traiter, et puis c'était jamais fait en temps et en heure. Jamais. Et donc j'allais voir en disant, mais t'as pas fini, j'en ai besoin pour ce soir. Et lui, il me répondait, mais t'inquiète pas, hein. Il me tutoyait, il me dit, t'inquiète pas, ça va être fait, ça va être fait. Mais c'était pas fait dans mon rythme, mais dans le sien. Et donc, mais c'était vachement bien fait. C'était toujours vachement bien fait. Et j'ai fini par céder. C'est-à-dire, j'ai fini par m'intégrer à son rythme. Ça m'a beaucoup appris, cette expérience-là. Et à un moment donné, il est parti. Il m'a dit, maintenant, je m'en vais, je veux retourner faire de la musique à plein temps, etc. Et j'ai voulu augmenter de 40% son salaire. Il voulait pas rester. Et moi, j'ai appris une chose fondamentale, et je prêche cette donnée en permanence un peu partout. Je dis, c'est vrai qu'il y a des deadlines qu'il faut les tenir, etc. Mais interrogez-vous sur la deadline que vous posez. Est-ce qu'elle est vraiment légitime? Est-ce qu'elle est vraiment nécessaire? Est-ce que de considérer le rythme de l'autre nous amène pas à être, d'une certaine façon, plus juste dans notre façon de travailler? Et donc, pour revenir à la boucle, parce que je sais ce que vous allez dire, j'ai fait encore une bifurcation gigantesque, on peut décider, et moi c'est ce que je fais moi maintenant, et pourtant j'ai plusieurs activités avec des gens qui travaillent à New York et à Londres, etc., avec moi. J'ai décidé qu'à une certaine heure, et je ne donnerai pas l'heure parce que je pense que c'est à chacun de décider de son horaire, j'ai pas d'heure à vous donner, et ben d'éteindre mon téléphone. Je l'éteins. C'est terminé. Et le week-end, par exemple, il n'est pas dans ma poche toute la journée. Donc il y a plein de gens qui me disent « mais je t'ai envoyé un SMS », je dis « oh ouais, c'est bien ». Mais c'est cette auto-injonction positive que je me suis faite qui est de dire « eh bien tu vas laisser reposer un peu ton téléphone pour créer un espace ». On laisse reposer son téléphone pour créer un espace. Vous n'êtes pas pour la gestion autoritaire du téléphone, genre pas de téléphone dans un restaurant, par exemple, des choses comme ça. Mais moi, je crois qu'il faut aller là où c'est possible. En ce moment, je donne beaucoup d'interviews de manière assez, à nouveau, paradoxale, parce que je reçois des gens qui viennent me voir en me disant « écoutez, rien que l'idée de partir en vacances, ça m'épuise ». Et l'idée est clé, c'est-à-dire que les gens s'épuisent à vouloir construire leurs vacances, c'est-à-dire qu'on parlait du digital, mais aujourd'hui, beaucoup de gens ne passent plus par des agences de voyage. Bien sûr, il y avait une petite marge, mais donc ils vont aller sur des sites de comparateurs de vol, ils vont comparer 4 sites de comparateurs, ensuite ils vont aller sur 5 sites de comparateurs d'hôtels pour voir les prix, puis après les notes, pareil pour le resto, pareil pour les activités, donc déjà là, je ne raconte même pas, on arrive en vacances. Mais il y a une réalité derrière ça, monsieur Léonard Anthony. Je vous écoute. C'est que les prix bas sont fatigants. Parce qu'en fait, ils poussent les gens à acheter des choses insatisfaisantes. Il faut aussi mettre le prix dans les choses. Et notamment dans ses voyages, dans ses vacances, dans les endroits dont on va. À tout prendre moins cher, au bout du bout, on se fatigue. Mais bon, allez. Non, attendez, je vais prolonger cette parenthèse-là parce que si vous vous souvenez, quand j'ai commencé, j'ai dit on ne passe plus par des agences de voyage. Et moi, je constate qu'un certain nombre de personnes qui ont des moyens en plus sont entrées dans cette démarche de vouloir tout sélectionner. Et je leur dis, mais globalement, l'agence de voyage, elle prend 10 à 15%. Dans le pire des cas, 10 à 15%. Comptez votre taux horaire, votre salaire, là, le temps que vous avez passé là-dessus. C'est très au-dessus. Donc, en effet, il vaut mieux payer un peu plus pour se reposer considérablement. Donc ça, c'est un point. Mais pour revenir aux éléments numériques, c'est que ces gens partent en vacances et puis quand ils arrivent en vacances, ils ne déconnectent pas. Donc ils sont en train toute la journée de consulter leur mail et pour les plus jeunes, d'être devant leur plat au resto et de devoir faire la photo parce que c'est la photo qui est importante. Donc ils vont faire 4 fois la photo, le truc va refroidir entre-temps et c'est moins bon à manger. Eh bien, là, c'est pareil. Moi, je dis pas aux chacun, il va falloir laisser votre téléphone dans votre chambre absolument. Je dis, trouvez le juste équilibre, ce qui vous convient. Observez que si vous consultez votre téléphone 15 fois par heure, par exemple, peut-être une fois, c'est pas mal. C'est déjà un vrai changement. Donc, j'ai pas de
j'ai pas d'injonction à vous donner là-dessus parce que ce serait déjà à nouveau fatigant que de devoir résister à l'idée de pas consulter son téléphone. Une forme de régime téléphonique, quoi. Ouais, c'est idiot. Trouvez le bon équilibre, trouvez ce qui vous convient. Mais c'est vrai que de laisser son téléphone se reposer dans la chambre un peu est une formidable opportunité pour pouvoir vivre autrement ce qu'on a à vivre. C'est 30 000 jours. 30 000. Dans les bons cas. Mais on peut en avoir plus, hein. On peut avoir du rab. Mince. Qu'est-ce qui s'est passé pour ce monsieur qui était fatigué de partir en vacances? Finalement, il est parti, il était content ou... En fait, il a accepté l'idée déjà qu'il allait être fatigué et que ça le fatiguait de partir en vacances. Et donc, de pas vouloir se reposer de toute force en vacances. Je lui dis, c'est vous allez arriver, vous allez être crevé. C'est bien. Mais si vous voulez absolument réussir vos vacances, réussir le repos, ce qui est assez paradoxal, ce qui est le cas de beaucoup de personnes, bien vous allez vous planter. Acceptez l'idée qu'en arrivant, vous allez être crevé. Et que vous n'êtes pas obligé de faire tout ce que vous aviez prévu de faire. Que vous pouvez lâcher là-dessus. Parce qu'on voit plein de gens qui arrivent et qui, tout d'un coup, lâchent tellement vite, tellement fort, qu'ils se coincent un truc dans le dos. Il y a tout ce truc-là qui vous tombe dessus, donc vous arrivez, vous montez dans l'avion et... il n'y a rien de pire. Acceptez qu'il faut... C'est comme des paliers, comme en plongée, quoi. Ça va se faire progressivement. Ça va se faire progressivement. Ça devrait quasiment être éducationnel, tout ça. Donc ça devrait être à l'école. C'est du développement personnel. Ça n'est pas enseigné à l'école, malheureusement. On devrait faire ça. Oui, parce que c'est comme, vous voyez, moi je dis souvent cette chose, c'est que quand un prof dit à ses parents, aux parents d'un enfant, il rêvasse, c'est rarement positif. C'est rarement positif. C'est une faculté qu'on devrait cultiver. Parce qu'on le perd. Quand on est enfant, on sait rêvasser. Mais on ne sait plus rêvasser à force d'être fatigue, piégé, harcelé. Fatigue. Dans une province en Chine, dans les universités, dans les lycées, ils ont mis des caméras avec reconnaissance faciale pour analyser le visage et voir si la personne est distraite. Et donc, si elle est distraite, elle est convoquée, etc., etc. Et donc, ils sont là en train de dire, nous allons avoir une meilleure performance. Mais il y a une donnée qui est étudiée dans toutes les universités du monde qui montre que si on n'est pas distrait à certains moments, si on ne s'échappe pas, il n'y a pas de consolidation de ce qui a été appris. C'est une aberration que de croire que si on ne se repose pas à l'intérieur de l'apprentissage, on peut consolider plus d'informations. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour conclure sur le burn-out dont on a finalement relativement parlé? C'est quand même la maladie du siècle. Enfin, tout le monde en parle. Est-ce que c'est une réalité sociale liée à des changements et des transformations, ou est-ce que c'est un autre regard que les gens portent sur eux-mêmes? Je pense que c'est bien sûr un autre regard que les gens portent sur eux-mêmes, parce que je ne crois pas que le burn-out existe que depuis les années 2000. Ça a été théorisé en médecine, mais je pense que de toute évidence, c'est des situations qu'on a rencontrées avant la guerre, dans d'autres professions. Les gens se sont cramés. Si on part même au démarrage, l'esclavage... Non, mais l'esclavage, c'est encore autre chose. Non, mais je veux dire, c'est pas des conditions où les gens étaient dans des situations de travail confortables et compassionnelles. Oui. Non, on est d'accord. L'idée que le travail engendre une fatigue est une chose certaine. La question qu'éveille cette notion et le bienfait, j'allais dire, de pouvoir poser un mot, c'est qu'on peut s'interroger. Et on peut se dire, est-ce qu'on peut faire autrement? Est-ce qu'il y a une contradiction entre fatigue et la relation qu'on a dans le travail? Est-ce que cette relation-là et la fatigue qui en découle doit forcément être mauvaise? Est-ce que forcément on doit aller jusqu'à l'épuisement et ne pas considérer l'individu, comme souvent le terme est quand même révélateur. On parle parfois des équipes comme outils de travail. Est-ce que l'homme doit faire partie de l'outil de travail? C'est ça qui m'a intéressé, moi, dans ce mot-là, dans l'ouverture que nous propose ce mot, c'est de dire on peut repenser notre relation au travail, on peut repenser la relation qu'a l'individu dans sa journée, dans sa vie, dans ces 8 heures qu'il occupe et qui constituent quand même un tiers de son existence. Un tiers des 30 000, ça fait 10 000 jours. Non, parce qu'on va quand même à l'école avant. On ne travaille pas. C'est du travail. Oui, c'est pas la même chose. On travaille. Il n'y a pas de burn-out Burn-out à l'école, voilà un sujet. Les gens se regardent beaucoup dans un miroir ou dans un écran. Ils sont dans une projection permanente de tout le reste, dans le fantasme de la vie de l'autre. Et c'est le retour sur soi qui nous permet d'être soi et donc d'entrer dans la relation au groupe. Le compagnon qui bâtissait la cathédrale et qui taillait la pierre, il était lui avec la pierre pour être dans le groupe. Il y avait cette temporalité-là. Et aujourd'hui, nous sommes en permanence avec
le groupe fantasmé. C'est-à-dire que les gens qui ont 800 amis ou 5000 amis sur un réseau social, ils ne sont pas avec un ami, ils ne sont plus avec leurs voisins, ils ne sont même pas déjà avec eux-mêmes. Ils sont dans une projection externalisée en permanence. Et donc c'est le chemin inverse de mon point de vue qu'il faut faire. C'est là où j'ai dit, dans cette recherche affolante de bien-être, nous oublions une constituante fondamentale, c'est que nous sommes globalement assez bien à la base. Nous sommes quoi ? Globalement, oui. assez bien à la base. Tous. Donc, oui. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de se projeter dans quelque chose, on est assez bien, quoi. On est assez bien si on arrive juste à déjà le constater. Ah, merci. Au revoir, Léonard Anthony. Merci à vous. Fatigue. 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 C'était une émission du Poste Général.